Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres. Nous sommes au JDS, journal du dimanche au soir. Il est 20h et ce journal sera marqué par la parution d'un ouvrage, Le contrôle international des droits humains, l'expérience du Burkina Faso. Deux auteurs à la base de ce travail très intéressant, Julie Prudence Nina et Julie Rose Wenzodo Ouedraogo, qui seront d'ailleurs nos invités. Et puis, relations amoureuses en cité universitaire. Dernier reportage de la série que nous vous proposons, et c'est Maxime Jean-Eudes Bambara, notre reporter, qui réalise donc ces reportages sur la réalité du milieu estudiantin, notamment en cité universitaire. Et puis sport, présidence de la CAF après le choix porté sur Motsébé, retour sur l'intervention décisive de la FIFA, mais qui a courroucé plus d'un, décryptage avec Claude Romba, et on reviendra aussi sur la levée des sanctions du stade du 4 août pour 4 mois par la CAF. Et puis on va parler aussi dans la partie économie avec David Nana du Mali, avec son gouvernement qui a proposé de nouvelles formules pour baisser les prix des denrées de première nécessité. Et puis on reviendra sur le Burkina Faso pour parler de cet emprunt obligataire qui a été lancé de 150 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA. C'est le déroulé de ce journal du dimanche au soir. Et nous le disions en titre, le contrôle international des droits humains, l'expérience du Burkina Faso. L'ouvrage a été présenté vendredi dernier, 150 pages sur un sujet d'intérêt. Deux auteurs, toutes magistrates, Julie Prudence Nina et Julie Rose Wenzodo Ouedraogo. Mamidriana Kamambou pour le reportage que nous vous proposons. Cet ouvrage, selon les auteurs, vient éclairer les citoyens avertis ou non avertis sur ce que sont réellement les droits humains au Burkina Faso. Les lecteurs dans ce livre prendront connaissance des efforts que le Burkina Faso fait afin de se conformer aux normes internationales dans ce domaine. Nous avons voulu capitaliser l'expérience du Burkina Faso en la matière, qui n'est pas négligeable parce qu'il y a deux pays déjà qui sont venus partager notre expérience et nous trouvions que c'était une bonne idée de pouvoir mettre au su et au vu de toutes les populations burkinabées tout ce processus qui se déroule sans que les gens ne soient effectivement informés de cela. Fruit d'une coopération de Julie Prudence Nia et Julie Rose Ouedraogo, dans cet ouvrage, les deux magistrates et conseillères à la cour d'appel de Ouagadougou ont formulé des recommandations qui serviront au suivi de la mise en œuvre de droits humains. Si vous parcourez le livre, on se rend compte qu'il y a quand même des failles et des insuffisances dans tout le processus d'élaboration de ces rapports-là. Donc la recommandation, c'est vraiment de trouver une seule instance qui va faire le travail au lieu que ça soit plusieurs instances qui font ce travail d'élaboration de rapports. Et nous avons également fait la recommandation de pouvoir traduire concrètement les engagements pris dans la réalité. Et je parlais tantôt des droits économiques qui ne sont pas des droits justiciables. Le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes qui ont occasionné plus d'un demi-million de déplacés internes. À cela s'ajoute aussi le manque d'accès à l'eau potable et l'électricité dans le milieu rural. Est-ce que les droits humains sont véritablement respectés au Burkina Faso? À cette question, les auteurs du livre se veulent très clairs. Vous savez, même dans les pays dits européens, il y a quand même des droits qui sont violés parce que c'est pas évident. C'est une situation qui évolue. Les droits sont nombreux et c'est pas aussi évident que ça. C'est vrai que l'État, en tant que débiteur d'obligations, a le devoir d'assurer la mise en œuvre, l'effectivité de tous ces droits. Mais nous aussi, en tant que détenteurs de droits, nous avons aussi l'obligation de participer d'une manière ou d'une autre à la mise en œuvre de ces droits aussi. Pour une bonne mise en œuvre efficace de recommandations et pour l'effectivité des droits humains au Burkina Faso, ces deux magistrates ont exposé dans cet ouvrage les défis et dégagé des perspectives. Le contrôle international des droits humains, l'expérience du Burkina Faso est le titre de cette œuvre littéraire d'une centaine de pages. 150 pages pour être plus précis. Et nous sommes d'ailleurs sur ce plateau avec les auteurs. Il s'agit de Nina, donc, que nous avons présenté tout à l'heure, que vous avez vu dans le reportage, et Madame Ouedraogo. Je vais commencer par vous dire d'abord bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation.
Bonsoir. Bon, c'est les deux visages. Hein. On a donc Madame Julie Rose Wenzodo Ouedraogo, née Ouedraogo, et Julie Prudence Nina Somda. Julie, déjà, c'est le dénominateur commun en termes de prénom. Je me dis, comment est-ce que vous en venez à travailler sur cet ouvrage-là? Combien de temps ça prend pour qu'on l'ait? Moi, je l'ai lu. Et c'est vrai que c'est pas facile forcément de lecture, hein, parce que on parle de domaine et d'un langage qui est bien particulier, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais comment ça se fait déjà la rencontre et que vous décidez de travailler sur cet ouvrage-là, et combien de temps ça prend? Merci beaucoup et merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci de nous donner l'opportunité aussi de présenter cet ouvrage que nous avons mis pratiquement 2 ans à écrire ensemble, avec tout ce que vous savez comme obligations, contraintes, obstacles et tout. Ça n'a pas été aussi évident que ça, sans oublier que les droits humains évoluent aussi et il faut tenir compte de ça, faire des mises à jour permanemment. Nous nous sommes rencontrés depuis l'université, comme nous l'avons relaté le jour de la dédicace, et le sort nous a unis, et jusqu'à aujourd'hui on est toujours ensemble à la cour d'appel de Ouagadougou. Nous avons des bureaux qui sont qui sont même collés. D'accord. Et nous travaillons toutes deux dans le domaine des droits humains, notamment dans le domaine des droits des femmes. Mais voilà, donc c'est naturellement que nous nous sommes retrouvés, en tout cas pour échanger, écrire, relater notre expérience, le vécu, ce que nous avons connu dans nos activités quotidiennes en tant que membre de la société civile, en tant que défenseur des droits de l'homme. Et voilà ce que nous avons pu noter pour le partager avec le public. Question de généralité pour vous aussi, Madame Rose Wenzodo. Elle expliquait, c'est quand même longtemps que vous connaissez, et donc naturellement, quand vous avez ce projet-là, ça va vite. Mais je vous pose la question, quand on décide d'écrire à deux, ça doit être un peu plus complexe. C'est vrai que je l'ai lu du début à la fin. Il y a bien un enchevêtrement. On a l'impression que c'est une seule personne qui a eu à écrire tout ça. Comment est-ce que le travail s'est mené? C'est un jeu de rôle, on se donne parce que vous prenez plusieurs thématiques. Vous vous dites quoi? On fait un dispatching ou bien comment ça se passe? Bon, c'est vrai que pour aller plus vite et ne pas faire le même travail, et en même temps, on s'est distribué des thématiques, mais avec la possibilité que l'une ou l'autre amende le contenu de cette thématique. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire que pour tel thème, c'est une telle personne qui a écrit, parce qu'il y a la main des 2 personnes sur pratiquement toutes les thématiques qui ont été traitées. Évidemment. On va aller donc on va dire dans le vif du sujet. Moi, je vais à la page 17 avec les premiers extraits que je partage avec nos téléspectateurs. Vous dites que sur le plan international, de nombreux instruments juridiques, on est encore dans la généralité ici, puisqu'on est à la page 17, ont été élaborés pour promouvoir et protéger les droits humains, de même que sur le plan régional, et les États qui adhèrent à ces instruments sont tenus de les intégrer dans leurs ordonnancements juridiques internes. Et en d'autres termes, donc, tous les États doivent prendre les mesures pour que les dispositions en matière de droits humains auxquelles ils adhèrent puissent être reconnues et appliquées sur leur territoire. On sent que la charge première, elle revient à l'État. Mais on a l'impression que ce qu'on entend le plus, c'est plutôt l'organisation de la société civile et autres, dans la question de promotion notamment de ces droits-là. Pourquoi ? Il faut dire que pendant très longtemps, ce sont les organisations de la société civile qui travaillaient surtout pour la promotion des droits de l'homme. Jusqu'à une période où le besoin s'est fait sentir de la part du gouvernement ou de l'État en termes d'administration et en tout cas en termes d'administration, de pouvoir travailler également sur les droits humains. Et c'est depuis lors qu'il y a eu le secrétariat d'État d'abord chargé des droits humains, qui a été ensuite transformé en ministère des droits humains, et c'est depuis lors que le ministère des droits humains existe. C'est vrai que tantôt il est rattaché au ministère de la justice, tantôt il y a la scission, mais en tout cas depuis lors il existe et il fait un travail assez considérable. C'est vrai, il y a des conventions sur le plan international que les pays ratifient, et à partir du moment où un pays adhère et une convention, en tout cas s'engage, prend des engagements dans le cadre d'une convention, le pays a l'obligation de
de faire de telle sorte que cette disposition soit traduite dans l'ordonnancement juridique interne. Et c'est ce que tous les pays font. Et on dit qu'il faut rendre compte, parce que non seulement il faut les intégrer dans l'ordonnancement juridique interne sur le plan national, mais il faut également les mettre en œuvre, les mettre en application pour pouvoir rendre compte de cela. Donc aujourd'hui, il ne relève plus seulement ce ne sont plus exclusivement les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des droits humains, mais le ministère des droits humains et même les autres ministères qui ont des prérogatives en la matière travaillent beaucoup sur la promotion, sur la protection, sur la défense des droits humains. Moi, je vais revenir vers Mme Ouedraogo. Je viens à la page 18. On parle de la question de ces droits-là et puis de la connaissance que les populations ont ou pas. Mais vous dites quelque chose d'intéressant, ça m'a intrigué quand même. Vous dites il faut noter cependant que sur le plan national, les mécanismes internationaux de contrôle de la mise en œuvre des droits humains sont méconnus aussi bien des populations que, quelquefois, par les dirigeants eux-mêmes. Quand c'est la population, je veux dire, ça s'entend, ça peut se comprendre. Maintenant, les dirigeants, alors qu'on vient de voir que à la page 17, c'est eux qui ont cela à charge. Quand c'est méconnu d'eux, qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un domaine quand même technique, les droits humains. Et lorsque on n'a pas des connaissances de base sur les droits humains, le mécanisme international et tout ce qui s'ensuit, même quand on est dirigeant, c'est un peu compliqué. Il faut d'abord que l'on puisse connaître, que l'on puisse apprendre tout le mécanisme pour pouvoir même y accorder de l'intérêt. Donc, s'il n'y a pas cette connaissance, du coup, ça passe comme un travail inutile aux yeux de certains dirigeants. Donc, c'est un handicap dans la mise en œuvre des engagements. Ça veut dire qu'on a intérêt donc à outiller tout le monde. Et moi, je continue toujours dans mes morceaux choisis sur lesquels je vais vous faire réagir. Il y a un paragraphe 4, vous parlez des données sociales et culturelles. Vous dites que le pays connaît une forte prévalence des normes sociales culturelles sur le droit moderne. Les normes sociales justifient la persistance des mutilations génitales féminines. Vous citez un certain nombre d'éléments. On a l'impression que sur la question de la perception des droits, il y a souvent des antagonismes avec nos réalités culturelles. Et ça devient, c'est des comportements qui ont la peau dure. Donc ça devient un véritable handicap. Et souvent, quand on se met à parler de droits humains et de tout, il y a une bonne frange de la population qui m'a dit, ça c'est des affaires de blancs. Ça, ça revient de façon récurrente. Effectivement, et ce que vous venez de dire est très pertinent et c'est vrai, parce qu'on a l'habitude de dire que on va copier tout ce qui se passe chez les Occidentaux et on veut reproduire cela dans nos pays, alors que nous avons nos cultures, nous avons nos traditions, etc. Et ça me permet de rebondir sur la précédente question. J'ai eu l'opportunité de faire un bref passage au niveau du ministère des droits humains et ça m'a donné l'occasion de constater effectivement que même parmi les personnes avisées, il y en a qui ignorent totalement le système de contrôle, le mécanisme de contrôle des droits humains sur le plan international. C'est pas pour rien que le livre il est nommé Contrôle international des droits humains. J'ai parlé tout à l'heure de la redevabilité de chaque État sur la mise en œuvre des droits humains. Chaque État est tenu de rendre compte. Et si on n'a pas la maîtrise, si on ne sait pas pourquoi, si on ne sait pas comment le faire, si on ne sait pas quand est-ce qu'il faut le faire, quand on ne sait pas à quoi ça sert, il est difficile de pouvoir collecter les données, élaborer des rapports, aller faire la présentation sur le plan international, par exemple au niveau du Conseil des droits de l'homme, recueillir les recommandations qui sont faites par les membres des comités et autres, et revenir sur le plan national pour les mettre en œuvre. Il faut savoir effectivement à quoi sert ce mécanisme, qu'est-ce que ça peut apporter à notre pays pour pouvoir vraiment faire ce travail. Et notre objectif, c'était de capitaliser tout cela et de porter à la connaissance du public que ce système existe, que ce système est important, que ce système sert d'évaluation de la situation des droits humains dans tous les pays du monde entier. Et que, quelquefois, même ce système sert à mobiliser des fonds, à mobiliser des partenaires techniques et financiers, et puis à éveiller la conscience sur le plan national. Donc ça, c'est vraiment important. Pour revenir maintenant à la question par rapport aux pratiques dans nos cultures, c'est vrai. Moi, je dis toujours, les droits humains, ce sont les droits des hommes, en fait.
on boit de l'eau au Burkina, on boit de l'eau aux États-Unis, en France et autres. La santé, c'est la même chose pour tout être humain, nous en avons besoin. L'éducation, on en a besoin. Donc, c'est pas forcément aller copier quelque chose et venir reproduire. Les droits humains sont universels. Tous les êtres humains en ont besoin, sont titulaires des droits humains. Et il faut que ces droits soient effectifs pour qu'ils soient épanouis. Donc, question de culture ou pas, il faut reconnaître que ces droits existent. Maintenant, les droits humains évoluent ou encore dépendent des valeurs de chaque État. Nous avons par exemple dans nos États des cultures qui ne vont pas forcément dans le sens de la protection des droits humains, et nous avons cité l'exemple de l'excision, et c'est un bel exemple parce qu'effectivement ça porte atteinte à la dignité, ça porte atteinte à l'intégrité physique de la femme, et ça ce n'est pas dans le respect des droits humains. C'était dans notre culture, mais nous évoluons, nous avons démontré aujourd'hui que l'excision n'est pas forcément pour le bien-être de la femme, et même pour le couple, et même pour la société. Aujourd'hui, il faut évoluer avec les droits humains, il faut prendre tout ce qui est, il faut essayer en tout cas de changer ce qui ne va pas dans notre culture ou nos traditions, mais il ne faut pas tout rejeter parce que nous avons des valeurs, ces valeurs-là nous ont unis, ces valeurs nous ont permis d'avancer. Il faut toujours se baser sur ces valeurs-là pour justement adapter les droits humains et poursuivre le chemin. Ce qui est intéressant dans l'ouvrage, lorsqu'on le lit, on parvient à comprendre petit à petit les mécanismes de contrôle qu'il y a vraiment derrière et les obligations, notamment des États à s'organiser pour faire des rapports et puis dire l'état des choses sur certaines questions de façon très précise. Ça, c'est des choses qu'on apprend et je l'ai dit, il faut le lire pour mieux comprendre et ça nous permet certains décryptages. Moi, je vais continuer avec mes morceaux choisis. C'est que vous prenez de la page 39 à la page 41, vous voyez les tableaux, donc l'état des conventions internationales auxquelles le Burkina Faso fait partie. Vous avez combien déjà? 13. Ça part du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels jusqu'à la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Vous avez aussi ce qui concerne donc les instruments juridiques au niveau africain. Il y en a combien qui ont été énumérés? Il y en a jusqu'à 10. On se pose la question quand on lit, on dirait que nous on ratifie tout, hein. Alors qu'au fond, je pense que le monsieur tout le monde, quand c'est ratifié, il doit sentir dans son quotidien qu'il est protégé sur des éléments sur lesquels le Burkina s'est engagé. Mais on a l'impression que on signe, mais bon, chez le citoyen lambda, rien n'a vraiment changé. Vous l'abordez aussi là-dedans, c'est une réalité. Oui, il faut d'abord préciser que ce n'est pas exhaustif ce tableau. Ce sont les principaux instruments juridiques internationaux que nous avons cités. Et la problématique, c'est vraiment la mise en œuvre. Mais personnellement, en tant que membre de la société civile, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de ratifier ces instruments-là. C'est déjà un acquis, c'est déjà une preuve de la bonne foi. Parce que les droits humains, quoi qu'on le dise, ça reste un idéal à atteindre pour tous les pays. Et le fait de ratifier déjà fait preuve, en tout cas, que l'État est de bonne foi, l'État est soucieux du bien-être de sa population. Donc ce n'est pas une mauvaise chose de ratifier. Surtout que pour la mise en œuvre de ces instruments-là, on peut aussi compter sur la collaboration internationale. Donc ce n'est pas toujours sur ces fonds propres que l'on peut compter pour la mise en œuvre. On peut toujours s'appuyer sur le partenariat. Donc ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Maintenant, comme vous le dites, c'est vrai, il faut vraiment que ces instruments-là se concrétisent. Il faut qu'on le sente sur le terrain et c'est le combat de tous les jours. Et comme je l'ai dit, c'est un idéal et on tend vers cet idéal. La question du contrôle. Là, c'est nous, les journalistes, ce qui nous intéresse, c'est bien le train qui n'arrive pas à l'heure. Et quand on a quelques exemples, on est bien content. Pas que on soit content que ça ne marche pas, mais qu'on ait des éléments demain pour pouvoir étayer nos propos. Sur la question, par exemple, du contrôle, vous parlez du comité pour l'élimination de la discrimination raciale, alors qu'il y a le Burkina Faso qui a ratifié la convention le 18 juillet 1974 et a soumis son
rapport initial en novembre 1976, après ce rapport, le pays a connu une production de rapports périodiques parsemés de ruptures s'étalant parfois sur une dizaine d'années. C'est notre réalité, c'est-à-dire qu'on signe alors qu'on doit faire des points, mais bon, ça ne se fait pas. Oui, en réalité, c'est tous ces facteurs, toutes ces raisons qui nous ont motivés à nous étaler un peu sur ce sujet. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, le Burkina était en retard dans la production de certains rapports. Mais aujourd'hui, ce retard a été... vraiment, on a rattrapé ce retard. D'accord. Le Burkina, par exemple, pour l'EPU, en 2008 est passé, en 2013 encore, et puis en 2018, et dans 4 ans et demi, depuis 2018, nous allons encore passer pour l'examen périodique universel. Donc c'est dire que on prend petit à petit conscience de la nécessité de respecter ses obligations. Parce que comme je dis, ce sont des obligations. Il faut respecter ces obligations. Mais ça ne s'arrête pas seulement à la présentation des rapports. Parce que comme on l'a fait ressortir dans le livre, après la présentation des rapports, il y a des recommandations qui sont formulées. J'ai l'impression qu'on oublie beaucoup cet aspect. Alors qu'en réalité, c'est ça en fait le plus important. Puisque c'est la mise en œuvre des recommandations sur le terrain qui permet de faire le prochain rapport sur la base de l'évaluation de ce que vous avez obtenu comme résultat dans la mise en œuvre des recommandations qui vous avaient été faites auparavant. Donc, ces recommandations sont très importantes. Il faut se focaliser aussi sur ces recommandations, les mettre en œuvre et pouvoir rendre compte par la suite au prochain examen de ce qui va suivre. Donc, ça permet en tout cas d'éveiller les consciences, de montrer aux gens que c'est pas inutile. Il faut vraiment respecter ses engagements. Il faut mettre en œuvre, il faut rendre compte et il faut solliciter, comme le disait mon homo, il faut solliciter justement l'accompagnement de la communauté internationale dans la mise en œuvre de ces recommandations pour que les droits des populations soient effectifs. Et ce qui est bien dans l'ouvrage, c'est que vous expliquez comment ça fonctionne, la question du contrôle, mais vous faites aussi quelques propositions. Moi, je m'arrête à la page 71, par exemple. Vous parliez des examens périodiques universels EPU. Vous dites au titre des faiblesses, il convient de souligner l'effectif pléthorique des membres du comité de suivi de la mise en œuvre de l'EPU. Vous dites encore que la composition du CMDH comporte également des insuffisances, en ce sens que les membres, secrétaire général des ministères concernés sont généralement indisponibles. Et puis vous faites une proposition. Mais je ne suis pas vraiment d'accord, forcément, mais vous allez défendre cela. Il y a également lieu de réfléchir à un système de motivation de ces personnalités pour une participation effective aux différentes sessions à travers notamment l'allocation d'une indemnité. Pourquoi ? C'est leur boulot. Oui, c'est leur boulot, on peut le dire comme ça, mais la motivation n'est pas que financière, la motivation est surtout technique. Parce qu'il faut qu'ils sachent en fait l'importance du travail qu'ils sont appelés à faire. À partir du moment où ils se rendent compte de l'importance du travail qu'ils ont à faire, je pense qu'ils vont mieux s'adonner à cette tâche-là. C'est vrai qu'on a fait ressortir l'aspect financier dans le livre. Allocation d'une indemnité. Oui, c'est vrai. Allocation d'une indemnité, ne serait-ce que pour assurer le carburant et permettre aux secrétaires généraux de se déplacer. Permettre également des pauses café ou autres pendant la tenue de la rencontre, parce que ce sont des rapports qu'ils examinent. C'est pas peu, c'est vraiment important. Donc, de toute façon, il faut réfléchir à une certaine motivation de ces personnalités-là pour qu'elles puissent vraiment participer de manière effective. Et pour revenir à ce que vous avez dit au départ, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit et d'avoir dit comme il faut. Donc, effectivement, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de faire des observations, de faire des commentaires. Et d'ailleurs, nous attendons cela parce que ça va nous permettre de mieux nous améliorer et puis de mieux appréhender la chose s'il le faut. Madame Ouedraogo, j'ai dit ça parce que après, vous-même vous nous confiez que les ressources nécessaires au financement du plan d'action de mise en œuvre des recommandations et engagements sont évaluées à 1321 milliards 707 millions 245 000 francs CFA. C'est déjà énorme. Oui. Mais si vous ajoutez des indemnités. L'autre alternative, c'est d'alléger aussi les membres de cette instance. Donc c'est vraiment des solutions que l'on propose. Et si on allège, je pense que ça peut aussi réduire le coût. Parce que comme on le dit,
il y a jusqu'à 23 ministères qui sont représentés. Donc c'est quand même lourd pour une instance qui doit examiner des rapports, et ce sont également des personnes qui ont déjà des charges, les SG de ministères qui font partie de cette instance. C'est déjà, ils ont, en tant que SG, ils ont des contraintes professionnelles. S'il faut en plus de ça travailler sur des rapports, ce n'est pas évident. Donc c'est vraiment des solutions. On peut jouer sur le nombre et ça va aussi impacter les ressources. Je voudrais ajouter aussi que il ne faut pas qu'on regarde surtout l'aspect financier. Par exemple, vous venez de donner le budget. N'oubliez pas que les droits humains, c'est vraiment c'est transversal en fait. Ça parcourt tous les secteurs, les départements ministériels, si on peut le dire ainsi. Donc, du coup, il faut réfléchir pour voir comment est-ce que on peut travailler au niveau de chaque ministère à mettre en œuvre les différentes recommandations, mais qu'au moment de la capitalisation, on puisse obtenir toutes les données qui permettent de renseigner la mise en œuvre des recommandations. Ça, c'est un aspect qui est très important. De toute façon, il faut trouver une stratégie pour mettre en œuvre ces recommandations et pouvoir rendre compte et pouvoir le sentir aussi dans la vie quotidienne des citoyens. Parce que c'est ça le plus important en matière de droits humains. Et ce qui est intéressant, il y a encore d'autres sujets qui sont abordés, très actuels. Prenez un paragraphe que j'ai ici, le renforcement de la cohésion sociale, la culture de la tolérance et de la paix. Je dis ces 150 pages, on pourrait même prendre 2 heures à décortiquer, qu'on n'aurait même pas fini. Mais j'ai été très heureux de vous avoir sur mon plateau et que vous soyez venu éclairer notre lanterne sur le contenu de cet ouvrage-là qui est à lire, où on peut l'avoir. Le livre est disponible dans certaines boutiques Bonjour Total, je pense que c'est comme ça qu'on l'est. On va vous emmener la facture. Et puis aussi en librairie, on peut les avoir. Mais je voulais aussi souligner que nous avons fait l'effort d'utiliser un français accessible. On a fait l'effort de ne pas être trop technique, de ne pas utiliser des termes difficiles à comprendre. Vraiment, on a simplifié le plus possible le langage pour permettre à tout le monde de pouvoir le lire, de pouvoir le comprendre. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que ce livre soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse le lire, comprendre les différents processus, les différentes notions, etc. Vraiment, nous avons essayé de le simplifier le plus possible. Merci bien, Madame Julie Prudence Nigna. Vous aviez un dernier mot? Bon, comme on l'a dit à l'introduction, le livre, c'est vraiment un livre destiné aux étudiants, à toute personne désireuse de comprendre tout le mécanisme de contrôle de la mise en œuvre des droits humains. Donc c'est pour cela qu'on l'a fait, comme on le dit, dans un français facile, pour permettre à tout ce monde-là de pouvoir, même quand on n'est pas juriste, on peut lire et comprendre ce mécanisme de contrôle des droits humains. D'accord. Merci bien. Donc, Madame Julie Rose Wenzodo Ouedraogo et Madame Julie Prudence Nigna d'être passée sur ce plateau. C'est terminé pour cet échange-là. On va poursuivre, nous, le JDS, avec une autre rubrique, c'est Société. Et dans cette partie société, nous le promettions en titre, puisque nous l'annoncions. C'est ce dernier numéro de la série de reportages sur les réalités en milieu estudiantin. Et cette fois-ci, nous avons voulu nous intéresser aux relations amoureuses. Et c'est Maxime Jean-Eudes de Bambara qui nous propose ce reportage. En cité universitaire, la priorité est certes la vie estudiantine, donc les études, mais comme dans tout milieu mixte où les deux genres sont réunis, naissent souvent des sentiments. La question paraît sensible et difficile pour certains étudiants d'en parler. Pourtant, les relations amoureuses en cité universitaire sont une réalité. C'est bien qu'on parle souvent quand tu es avec quelqu'un qui t'encourage à travailler déjà à l'école même. Tu ne veux même pas que la personne même soit loin de toi. Que ça soit une de tes amis ou bien que ça soit dans une relation amoureuse. Ça aussi c'est bon. Mais souvent les relations qui t'empêchent de bosser là, il ne faut pas, si tu vois que réellement tu as un cœur comme ça, il ne faut pas rentrer dans une relation amoureuse que tu sais que vraiment ça te prive de ce que tu es venu faire dans la cité. Bon, ma relation amoureuse à moi, en cité particulièrement, je ne vois pas. Je ne suis pas venue en cité pour les relations amoureuses. Je suis venue pour étudier parce que les conditions à la maison sont difficiles. Donc quand je suis venue ici, c'est pour étudier. Donc je ne m'intéresse pas particulièrement aux relations amoureuses.
Pour ces dernières, entre relations amoureuses et vie estudiantine, tout est question d'organisation et de priorité. À la cité universitaire de Kosodo, filles et garçons sont logés dans des blocs différents et avec le sureffectif d'étudiants dans les chambres, l'idée de toute relation amoureuse semble impensable, mais les locataires trouvent bien souvent la parade. On se défend, on se débrouille. Bon, comme nous sommes souvent dans les chambres à 2, chambres à 4, on se comprend en fait. Nous menons la même vie. Je viens ma petite fille, je cause avec mon frère sans mon ami, je lui dis de me sous-tremble pour 2 heures comme ça. Solidarité, compréhension, entraide, voilà les maîtres mots qui valent et qui, selon les étudiants, régissent la vie en cité universitaire. Bon, ça, il faut dire qu'on s'arrange parce que entre étudiants, c'est la solidarité. Si on est 4 dans la chambre, que la petite doit venir, comme vous le dites, et il y a lieu de prévenir les 3 autres, leur dire, ah les gars, voici la petite vient à tel. Bon, ils vont libérer la chambre, c'est le minimum. Voilà, c'est le minimum. Et puis bon, souvent aussi, il y en a entre nous. Les autres cochambriers vont aller en famille, bon peut-être la chambre va rester seule. La petite peut venir dormir avec toi, il n'y a pas de souci, ça pose pas de problème quoi. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Mais selon les sensibilités, ces mots, compréhension et solidarité ne sont pas toujours les choses les mieux partagées chez tous les étudiants. Il faut nuancer parce que souvent tu peux te retrouver avec des personnes qui ne comprennent pas, des personnes qui sont étroits d'esprit ou qui n'admettent pas ça dans leur, dans leur comportement. Donc ça devient un peu difficile. Là maintenant il va falloir voir du côté de la fille si elle peut s'arranger avec ses cochambrières. Mais c'est pas trop bien vu un garçon qui va dormir dans la chambre d'une fille contrairement à une fille qui vient dans la chambre d'un garçon. Donc il faudrait s'arranger. Et même dans le cas où les cochambriers ne sont pas compréhensibles, on peut s'arranger avec des cochambriers de d'autres chambres qui eux sont compréhensibles. Parfois à 2, 3 ou 4 dans une chambre venant de pays différents avec des cultures et sensibilités différentes, il y a ceux ou celles qui, bon gré mal gré, subissent des comportements contraires à leurs principes et ce, au nom de la solidarité. Reportage que nous proposait Maxime Jean-Eudes Bambara. Nous abordons une autre actualité, elle est économique et c'est après ce carton. Et j'ai le plaisir de recevoir David Nana. On est ensemble à chaque fois le dimanche pour la rubrique économie. Et vous avez 2 actualités que vous avez retenues pour nous. Une burkinabé et une malienne. Oui. Merci Geoffroy, et c'est toujours un plaisir de te retrouver sur ce plateau de JDS que de plus en plus on intègre dans nos mémoires pour le programme, un des programmes phares de True TV. Et j'ai le plaisir aussi de partager cette rubrique économique. C'est vrai que l'actualité elle a été un peu morose cette semaine en ce qui concerne le Burkina Faso, mais bon, quelques actualités quand même assez intéressantes. Et là on s'est retrouvé du côté du Mali où le gouvernement malien a fait une sortie pour proposer des formules pour pouvoir baisser un tant soit peu le prix des denrées de première nécessité. Vous vous souviendrez que notre correspondant du côté du Mali avait fait un élément il n'y a pas si longtemps où on parlait de la hausse des prix, notamment le pain qui était passé de 250 francs à 300 francs. Donc face à la situation, le gouvernement fait une sortie, d'abord pour expliquer les raisons qui font qu'on observe une certaine hausse des prix. Naturellement, Covid-19 s'invite à ces raisons. Et puis après aussi, à côté de cela, le gouvernement décide d'adopter un certain nombre de mesures. Il y a par exemple le fait d'abandonner la TVA sur la farine qui sera importée, donc pour permettre aux boulangers de pouvoir baisser encore le prix. Si certains boulangers ont déjà épousé l'idée, il est à noter quand même que certains sont encore sceptiques, ont demandé qu'ils puissent réfléchir sur la question. Comme vous le savez, sur la négociation économique, tu me donnes, je te donne, tu me donnes pas, je te donne pas. Alors naturellement, ils vont réfléchir pour voir si ça passe ou ça ne passe pas. Et puis aussi, à côté de cela, on a certains denrées comme la viande aussi qui voit son prix monter. Le ministère a expliqué les raisons qui peuvent faire ceci pour causer cette situation. Et il y a par exemple le fait que le coton produit en 2020 n'a pas été à la quantité souhaitée, alors que la plupart des aliments qu'on donne à ces bétails-là se fait à base de l'huile de coton. Et donc face à la situation, des mesures tendant à laisser tomber certaines taxes sur les importations des produits de matières premières, notamment dans la sous-région, vont être
être abandonnés. Et puis aussi, on a le riz, une grande consommation du côté des Maliens. Le gouvernement décide donc de baisser de 50%, n'est-ce pas, certaines taxes à une certaine hauteur, une certaine quantité. Donc c'est intéressant à suivre ces genres de choses parce que ça montre une certaine proactivité, une certaine réaction de la part du gouvernement, parce que parfois, nous, populations, on a besoin de communiquer, on a besoin d'espoir, on a besoin de rêve. Et donc quand on sort avec des explications comme ça, je ne dis pas que ça résout le problème, mais ça aide aussi à la compréhension et ça montre aussi qu'on s'y intéresse, parce que malheureusement beaucoup de choses sont faites le plus souvent par certains ministères comme celui du commerce, même chez nous au Burkina Faso, mais c'est des actions qui sont souvent peu connues du grand public. Ça donne l'impression comme si rien n'était fait, et pourtant on a des techniciens au niveau de ces ministères-là qui au quotidien travaillent pour le mieux-être des consommateurs. Oui, c'est vrai aussi que pour nous, comprenons par raison, l'un des sujets qui avait fait débat, c'est la question du prix du carburant, le prix à la pompe. On a eu droit à des explications et certains ont pu comprendre un peu le calcul qui était fait. Mais pour le cas malien, c'est vrai que sur les questions de denrées de première nécessité, donc du coup ça impacte directement le niveau général des prix et le pouvoir d'achat des populations se retrouve donc très, très, très amaigri. Mais c'est intéressant déjà qu'on ait ce type de débat. Il y a donc un autre sujet, celui burkinabé. Oui, on va peut-être observer qu'il y a des spots. Vous avez peut-être pu suivre avec moi aussi un spot qui parle d'un emprunt obligataire lancé par notre État via la Direction générale des impôts. Donc c'est 150 milliards de francs CFA comme emprunt obligataire qui a été lancé par l'État burkinabé sur le marché financier de l'UMOA et pour débuter donc à partir du 11 mars et ce jusqu'au 22 mars. Mais il faut noter aussi que la date du 22 mars reste, ça peut être déplacé. On peut prolonger, tout ça est laissé à la discrétion de notre État, naturellement avec un certain nombre de conseils. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est depuis le 23 février dernier que par décision du ministère de l'économie et des finances, cet emprunt va être lancé pour permettre, n'est-ce pas, à cette direction de pouvoir, n'est-ce pas, lancer cet emprunt de 150 milliards. Et la mission va être confiée à la société d'intermédiation financière Coris Bourse pour pouvoir, chef de file, n'est-ce pas, de cette médiation-là pour pouvoir récolter ces 150 milliards pour une valeur nominale de 10 000 francs CFA. Donc 10 000 francs, on parle de 150 milliards, donc ça fait 15 millions de titres qui sont disponibles sur le marché. Donc vous, Geoffroy, c'est à 6,5%. Si vous souscrivez pour 10 000 francs, à la fin de l'année, vous aurez j'allais dire une rente de 650 francs. Donc 10 650 francs, c'est le bénéfice, c'est le taux d'intérêt que vous avez. Et c'est ouvert au grand public, c'est ouvert à tout le monde. Bon, ne sait-on jamais, vous pouvez y aller. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la question de la culture même, sur la culture d'aller sur ce marché financier-là et que les Burkinabés soient intéressés par cela. Je me rappelle que j'étais au lancement de EduTraining. C'était très intéressant et c'était ce qui avait été posé comme problème. Vous avez par exemple des grandes structures qu'il y a au Burkina Faso qui donc ont pion sur rue, qui font des business qui sont très intéressants, qui sont cotés sur des marchés boursiers très loin de nous, mais c'est des parts qui sont tenues pas par des Burkinabés, parce qu'on n'est pas forcément intéressé. Donc c'est le Canadien ou c'est l'Européen qui est très loin de la mine du Burkina, qui lui a des intérêts et qui voit donc ses investissements fructifier. Souvent quand on lance aujourd'hui, et ça il faut le dire avec Coris, depuis, à chaque fois qu'on a ce type d'emprunt, ça ne dure pas, parce que il y a un engouement, mais on aurait aimé que le Burkinabé de façon plus générale soit celui-là qui soit plus enclin à aller sur ce type d'offre. Et ça, je pense que c'est une culture qu'on devra aussi, sur laquelle on devra travailler. Oui, bien sûr, Geoffroy, vous faites bien de le dire. Vous savez, c'est assez technique ces questions et nous, on n'a pas la culture de comprendre les choses de façon minutieuse. Et puis aussi, parfois, ce qu'on reproche aussi dans notre milieu, c'est que le plus souvent, les techniciens n'arrivent pas à expliquer les choses de façon plus simple aux citoyens lambda pour permettre à ces derniers d'aller sur ces marchés-là. Mais de temps en temps, il faut le reconnaître, vous faites bien de le dire, avec Coris Bourse, on a vu quand même des actions de communication tendant à faire comprendre même ce que c'est que ces genres de titres-là, par exemple. Et puis, c'est pas aujourd'hui que nous sommes sur le marché financier de l'UMOA, nous y sommes depuis 2003, j'ai pu faire quelques recherches, et de 2003 jusqu'à 2020, on a sollicité les investisseurs opérant sur le marché à 11 reprises. Et
pour un montant global que nous avons pu mobiliser allant de 1078,244 milliards de francs CFA. Et ce qui est intéressant avec ce type d'emprunt, c'est que à la limite, c'est une garantie, parce que comme on le dit dans le milieu, l'État a une durée de vie illimitée. C'est pourquoi on va peut-être observer que les taux sont relativement faibles, parce qu'il y a une certaine garantie qui ne dit pas son nom. Parce qu'il faut noter aussi que des entreprises privées peuvent aussi se rendre sur ces marchés-là pour aussi lancer des emprunts. Mais avec les collectivités publiques, notamment avec l'État, c'est quasiment à 100% sûr que vous aurez votre argent, si bien que parfois les taux sont faibles. Mais malheureusement, c'est pas toujours connu. C'est peut-être des petites pistes d'investissement sûres. Ceux qui comprennent, vous l'avez si bien dit, ça ne dure pas, parce que ceux qui l'ont compris détiennent le secret, et ils y vont. Vous faites un calcul assez simple avec 1 million de francs CFA, vous posez la question qu'est-ce que vous pouvez faire comme investissement, et puis après tout charge, coût variable, coût fixe, tout ça, et vous faites un bénéfice de 65 000 francs. C'est pas toujours évident. Voilà. Je crois aussi que c'est la preuve que nos États, il y a toujours ce capital confiance là, parce que si vous lancez et que les gens ne courent pas, ça veut dire que clairement on n'a pas vraiment confiance en vos capacités. Et ça, c'est très intéressant. On va poursuivre avec un reportage que je vais vous proposer. D'accord. Et cela va nous permettre d'aller à Abidjan. Et ça s'est passé vendredi, quand même assez triste, ce vendredi 12 mars, dans la commune de Cocody, où un immeuble en construction s'est écroulé avec les travailleurs, donc les ouvriers qui étaient sur le chantier, et le bâtiment s'est aussi écroulé sur quelques habitations voisines. Et notre correspondant permanent, Yamba Cabré, nous fait ici le point. Des engins à la manœuvre pour retrouver des personnes sous les décombres, sous le regard impuissant des parents sans nouvelles de leurs proches qui ont été surpris par l'écroulement d'un immeuble en construction à la Riviera Nono, c'est 11 mars à Abidjan. On était là, un coup on a entendu un cri, nous tous on est sortis, c'est l'immeuble là qui est tombé, on a essayé de casser, le côté là, le bâtiment qui s'est tombé dessus là, on a cassé le bâtiment là, on a fait sortir des gens, on a cassé même tôle là en haut, on a fait sortir des gens en haut là-bas, bon, jusqu'à présent il y a des gens qui se trouvent toujours en bas. Il était parti au travail, donc après en tant qu'État s'est tombé. Donc, petit frère de mon papa qui habite ici. Donc, il vient trouver qu'on dit mes neveux sont dedans. Ils sont trois personnes qui sont dedans. Mais c'est mon petit frère, il y a son fils aussi. Donc, le moment est là. Chaque soir, mais maintenant, c'est après-midi aussi, là, ils jouent en bas des dalles là. Je ne sais pas s'ils sont en bas des dalles ou bien c'est à côté. Je ne sais pas. Mais le moment, on doit les trouver ici là. Les sapeurs-pompiers militaires déployés depuis plusieurs heures font de leur mieux pour porter le secours régalien. On a été appelé aujourd'hui à 14h17 pour l'effondrement d'immeuble, l'immeuble que vous voyez derrière moi. Arrivé sur le lieu, on a pu évacuer 11 personnes toutes vivantes. Et on nous a dit qu'il y a 5 personnes qui sont sous les décombres. Ce sont ces 5 personnes que nous sommes en train de rechercher actuellement. Abidjan. Il ne se passe plus un mois sans qu'on assiste à ce genre de sinistres, des bâtiments qui s'écroulent, et la vigilance des structures en charge de la construction devrait être démise. Et je me rappelle que ce bâtiment, nous l'avions déjà visité en son temps, parce qu'il penchait déjà. Alors nous avions envoyé une équipe qui, déjà sur place, savait que les services du ministère de la Construction étaient déjà passés, parce qu'il y a un marquage qu'on fait. Voilà, et c'était arrêter le chantier. On ne sait pas par quelle magie ils ont repris le chantier. Vous voyez vous-même les décombres. C'est un chantier qui partait au niveau de R+4, R+5. Des heures de recherche, certains parents s'impatientent pendant que d'autres implorent le ciel. Voilà, ce que moi je peux vous dire, c'est seulement qu'envoyer des machines pour sauver la vie des gens. Puisqu'actuellement il y a beaucoup d'hommes dedans, il y a plus de personnes dedans actuellement qui sont encore couchées. On ne sait pas, on lance les numéros, ça passe, ça sonne, mais ils ne décrochent pas. On ne sait pas s'ils sont en vie ou ils sont morts depuis 14 heures. Les machines qu'ils ont envoyées là, c'est un enfant qui est sur la machine, il n'arrive même pas à maîtriser la machine. Là on voit des machines qui vont sauver la vie des gens. À cette heure, je pense que tout le monde a les yeux rivés vers le ciel, demander à Dieu, implorer sa clémence. Un triste accident dont les enquêtes situeront toutes les responsabilités pour que de tels sinistres des bâtiments qui s'écroulent se raréfient enfin désormais.
On l'a dit, assez triste, ce que nous proposait tout à l'heure Yamba Cabré, Cocody à Abidjan, et vous entendez les techniciens du domaine de la construction qui disent que le bâtiment avait déjà été identifié comme étant à risque. Ils ne comprennent pas comment est-ce que des travaux ont pu continuer. Et donc ça continue de monter. Ça, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on voit ça, même chez nous ici, on l'a vu à Ouaga 2000 une fois. C'est récurrent. On a l'impression que les gens n'ont pas peur. Le problème, malheureusement, c'est un problème qui est transversal. C'est vrai, moi je suis pour le libéralisme économique, mais parfois je suis d'accord avec lorsque on met par exemple des ordres en place. C'est le cas avec le bâtiment, on a l'ordre des architectes, on a l'ordre de tout ceci, pour justement éviter ce genre de choses. Mais comme je le disais, c'est transversal. On peut bien faire son travail du côté de l'ordre, et quand on a des injonctions aux politiques parfois, comme il l'a dit, on a signifié que ça ne devait pas se faire. Mais sur quoi vous comptez pour continuer ces travaux ? C'est la question qu'on se pose. Vous savez sur quoi vous comptez et vous pouvoir effectuer. Sinon, je me dis que l'État est au-dessus de tout et les techniciens en charge de la chose vous ont dit qu'on ne peut pas faire. Vous devez automatiquement y arrêter. Et c'est valable. On a parlé du 11 décembre ici, vous et moi. Les travaux qui sont faits, qui ne respectent pas de normes, mais qui contrôle et qui sanctionne ? C'est ça la question, la véritable question. Et là, on a des parents de victimes qui implorent maintenant que ce soit Dieu qui vienne intervenir. Malheureusement, ça, c'est triste. Malheureusement, sous nos cieux en Afrique, c'est quand survient le cynisme qu'on commence à réfléchir sur la question. On n'est pas prévoyant, on ne travaille pas sur le temps, on attend et on veut agir de façon conjoncturelle. C'est bien triste. Merci bien David Nana d'être passé sur ce plateau. On va terminer par la dernière rubrique, c'est la partie sport. Et je reçois le journaliste sportif Claude Romba pour aborder donc l'actualité liée à cette question. Bonsoir Claude et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, je crois que c'est un plaisir renouvelé chaque fois d'être sur ce plateau de JDS et puis parler sport. Voilà. Évidemment, plaisir partagé. Première actualité dont nous parlerons, ça concerne cette élection que nous avons tous vue avec le président de la FIFA qui a usé de tout pour pouvoir imposer Motsepe, le Sud-Africain. Et à la fin, on se demande si ça a été vraiment une élection ou pas. Mais on va échanger sur cette question juste après cet élément que nous propose Assami Touré. La Confédération africaine de football a un nouveau patron. Patrice Motsepe est le nouveau président de la Confédération africaine de football depuis ce vendredi. Le Sud-Africain a été élu par acclamation lors de la 43e Assemblée générale ce 12 mars 2021 à Rabat pour un mandat de 4 ans. Il était le seul candidat, l'ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui souhaitait briguer un nouveau mandat, ayant été suspendu sur fond d'accusation de détournement. Le Sénégalais Senghor Augustin, le Mauritanien Ahmed Yahya et l'Ivoirien Jacques Anouma s'étaient retirés cette dernière semaine de la course à l'issue d'un consensus. Motsepe est né en 1962 dans le Township à Soweto. Son père, Gossi Augustin Motsepe, est issu d'un clan royal de la tribu Twawana. Motsepe est un entrepreneur de métier et possède un des grands clubs sud-africains, le Mamelodi Sundowns, depuis 2004. Le club remporte la Ligue des champions de la CAF en 2016 et la Super Coupe d'Afrique en 2017. En novembre 2020, il annonce sa candidature à la présidence de la CAF. Soutenu par le président de la FIFA, Gianni Infantino, le Sud-Africain devrait avoir 3 autres comme adversaires, mais à l'arrivée, un accord a été trouvé. C'est un immense honneur pour moi, a dit l'homme fort de 59 ans après l'acclamation de l'Assemblée. Plusieurs points à retenir dans le programme du nouveau président. Quand nous travaillerons tous ensemble, que nous mettrons en commun notre expérience, notre talent et notre passion, alors oui, le football africain connaîtra le succès et la croissance. Ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Mais ce projet implique chacun de nous. Premier Sud-Africain à occuper ce poste, le milliardaire a comme premier vice-président Augustin Senghor du Sénégal, deuxième vice-président Ahmed Yahya de la Mauritanie, troisième vice-président Souleymane Waberi de la République de Djibouti, quatrième vice-président Fawzi Lekia du Maroc et cinquième vice-président Amadou Panik du Nigeria. Cette actualité africaine qui a été âprement suivie puisqu'elle cristallisait toutes les attentions, et puis le Sud-Africain Motsepe qui vient accéder après tout ce qu'on a eu comme turpitude, comme chamboulement
à la tête de ce que nous avons comme instance qui gérera notre football africain. Mais il y a un nom, Infantino. Bon, pour beaucoup, on a un football africain qu'on a un peu infantilisé. On peut le voir comme ça, parce que bon, évidemment, on a vu en tout cas tout ce qui s'est passé autour de cette élection avec Gianni Infantino, qui a sillonné en tout cas les pays africains, et notamment les chefs d'État africains, pour essayer de les convaincre, pour permettre à Motsepe de passer comme président de la Confédération africaine de football, parce que parmi les 4 qui étaient en poste, il était peut-être si on n'avait pratiquement aucune chance d'être élu, parce qu'il était quelqu'un qu'on ne connaissait pas dans le Sirail. Vraiment, il n'avait aucune chance d'être élu. Donc, Gianni Infantino a usé de tout son poids pour permettre donc la désignation de ce monsieur comme président de la CAF, parce que c'est une désignation, ce n'est plus une élection. Certes, c'est vrai que les gens, tout le monde en parle, on n'est pas d'accord pourquoi Gianni Infantino, mais il a quand même fait le sale boulot, il faut le reconnaître aussi. Il n'a pas fait un visage de coup. Non, je veux dire, quand je dis qu'il a fait le sale boulot, on se rappelle l'élection de 2017 qui a fait chuter donc le dinosaure Issa Hayatou, qui avait passé près de 30 ans au pouvoir. Personne n'a crié, on a dit oui, c'est bon, mais aujourd'hui c'est tout à fait naturel également qu'il continue dans sa façon de voir. Peut-être qu'il s'est trompé dans son casting avec Ahmad Ahmad, parce qu'il voulait une nouvelle gouvernance, ça n'a pas été le cas. Avec Motsepe, il s'attend à ce qu'il y ait une nouvelle gouvernance. Donc pour moi, on ne peut pas se plaindre de ça, parce que si on a accepté qu'il le fasse depuis en 2017, mais pourquoi ne pas le laisser continuer, puisque bon, c'est nous qui avons choisi ça. On n'a pas allé chercher cette indépendance, ou en tout cas cette façon de faire là, sans qu'il n'intervienne. Maintenant, peut-être ce qui peut être gênant, c'est un peu ce 2 poids 2 mesures de la FIFA qui donc demande à ce que le politique ne s'ingère pas dans le football, alors que bon, Gianni Infantino demande au président des républiques de faire pression sur les présidents des fédérations pour permettre donc à Motsepe d'être désigné président de la Confédération africaine de football. Mais également aussi, ça montre également cette mésentente au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui avait quand même une possibilité donc d'avoir soit Jacques Anoma ou Augustin Senghor, qui étaient quand même les favoris pour être donc président de la CAF. Malheureusement, les deux n'ont jamais pu s'entendre. On sait que Jacques Anoma, qui jouait sa dernière carte, c'est 69 ans, voulait jouer sa dernière carte parce que ne peut plus être candidat, alors que le Sénégalais Augustin Senghor était très jeune et qui également, on dit de lui également aussi beaucoup de bien. Ils ne se sont pas entendus. Finalement, c'est le Sud-Africain qui passe, parce que soutenu par la FIFA. Donc à un moment donné, Senghor n'était pas du tout content, on l'a vu même dans les images et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est fait. Maintenant, aujourd'hui, pour moi, il faut aller au-delà de ces polémiques inutiles, à mon avis. Il faut reconstruire donc le football africain, parce qu'on l'a dit, le football africain ou la CAF actuellement n'a pas d'argent, parce que les sponsorings ont été arrêtés, ou en tout cas dénoncés sous Ahmad Ahmad, et après on se retrouve dans cette situation. Maintenant, il faut vite faire pour que le football retrouve son lustre d'antan, ou en tout cas et que la Confédération africaine soit plus forte, et qu'elle ait beaucoup d'argent pour distribuer à ces fédérations membres. Maintenant, c'est vrai que la grosse question, c'était quand même la question de la CAN. Est-ce que la CAN aura lieu chaque 2 ans ou chaque 4 ans? Motsepe a répondu. C'était déjà ma question. Voilà. On ne peut plus s'émanciper de quoi que ce soit. Bon, je pense que ça sera toujours dicté par le haut, c'est fini. Bon, quand vous regardez aujourd'hui, comment est-ce que Motsepe peut s'émanciper dans ses décisions avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec Infantino? C'est pas possible. C'est vrai qu'il reste redevable à Infantino. Maintenant, c'est vrai qu'on ne connaît pas Motsepe, qui est quand même un magma, donc qui 10e fortune d'Afrique. C'est pour dire que c'est pas quelqu'un qu'on doit pouvoir manipuler. Ça aussi, c'est une réalité, à mon avis. Voilà. Gianni Infantino l'a dit, on va faire venir ce monsieur qui, en tout cas, ne connaît rien dans toute cette situation-là, mais qui sait faire gagner de l'argent. Peut-être que les investisseurs vont venir, peut-être qu'on va avoir des miniers qui vont venir. Il a même dit, si vous avez vu dans son interview, il a dit il va sillonner tous les pays d'Afrique, et puis donc discuter avec les investisseurs au niveau national pour permettre donc d'injecter de l'argent dans le football. Il a même pris un exemple. Quand on construit un stade, on ne va plus construire un stade comme ça. Il faut construire de façon intégrée à ce que ce stade-là puisse vivre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un centre commercial là-bas, il faut qu'il y ait un restaurant, il faut qu'il y ait un hôtel, il faut qu'il y ait en même temps au stade
ça va créer une situation économique autour. Sinon, si c'est construit des stades comme ça, bon voilà déjà qu'il est en train de penser à autre chose. Je ne dis pas que ça va se faire comme sur une baguette magique, mais on doit, moi je pense qu'il faut attendre de le voir à l'œuvre, et je ne pense pas aujourd'hui. La grosse question, ce sont les compétitions. Est-ce qu'on va aller à une CAN à 4 ans? Est-ce qu'on va aller à une CAN à 2 ans? Comme c'est que Infantino a voulu imposer à l'Afrique aller à 4 ans, parce que lui également il a dans son viseur d'autres compétitions pour la FIFA, des compétitions d'ailleurs qui sont donc déjà boudées par les Européens. Donc voilà un peu. Moi je ne pense pas que c'est vrai que Gianni va vouloir peut-être manœuvrer aussi avec le football africain, parce que l'Afrique compte aujourd'hui, que c'est quand même l'avenir aussi en football. Maintenant il faut travailler à ce qu'il n'y ait plus, comme ce que Motsepe l'a dit, il ne faut plus qu'il y ait la déperdition des jeunes qui vont, ou en tout cas, mais c'est tout un programme. Maintenant il faut l'attendre donc au pied du mur. Pour moi aujourd'hui, il ne faut pas qu'on reste dans ce débat. Est-ce que maintenant le vin est déjà tiré? Voilà, le vin est déjà tiré. Aujourd'hui il faut travailler, il faut que le football africain ait un nouveau visage plus reluisant. C'est ce qui est important. Si Gianni Infantino va tirer les ficelles et que le football africain va se porter mieux, moi je suis partant. Voilà, parce qu'on a vu tout ce qui était là, on a vu ce que ça donnait. Ahmad est venu après 30 ans de règne, il faut le dire, de Issa Hayatou. On a cru que ça allait changer. On a vu également que lui, il vient pour voilà, il y a des questions de corruption et tout. Maintenant, lui, l'autre qui vient, il est bon, on peut pas dire que en matière d'argent, on n'a pas dit qu'on a toujours, on peut pas toujours en prendre, mais 10e fortune d'Afrique, je pense que s'il a réussi cela, c'est parce que il a une certaine rigueur aussi dans sa façon de faire. Et moi, je pense que il connaît pas. C'est peut-être ça aussi qui va permettre au football africain donc d'évoluer. Maintenant, c'est vrai que au niveau du secrétariat général, qui devait être l'un des points forts, on a vu déjà qu'il a nommé un Suisseau-Congolais qui était le monsieur Afrique de la FIFA. Bon, ça fait dire aux gens donc ça veut dire que c'est Gianni Infantino qui va donc je pense c'est sa vision du football pour l'Afrique qui va venir. Mais je pense qu'il a quand même une bonne vision. Il a dit il faut que les pays africains se dotent du stade, comment je dirais, du stade dit de ce nom. C'est ça la vision d'Infantino. Et je pense que c'est pas mauvais. Est-ce que ça va pas développer le football africain? Je dis oui. Si ça va mettre fin à la corruption, si ça va permettre donc d'avoir des stades, et il a même dit aujourd'hui c'est pas la peine d'aller vers donc l'organisation d'une compétition internationale de football dans un seul pays, aller vers les co-organisations pour permettre donc, vous avez vu le Brésil aujourd'hui après la Coupe du Monde, les stades on ne les utilise plus, en Afrique du Sud on les utilise pas. Donc il faut aller vers la co-organisation qui va permettre donc d'optimiser et de ne pas faire du gâchis. Et je pense que ça c'est bon. Merci. Voilà. Maintenant c'est tenu compte des réalités africaines également dans les compétitions. Moi je suis pour une CAN à 2 ans avec en janvier, parce que bon, effectivement ça permet donc de bien jouer et ça montre aussi la puissance de l'Afrique. Bon, maintenant si ça va permettre de développer, si ça va permettre de renflouer les caisses, moi je suis partant. Maintenant on va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, on a dit, le vin est déjà tiré, Motsepe il est déjà aux affaires. On verra maintenant ce qu'il va dérouler donc comme programme. Merci bien Koudramba d'être passé sur ce plateau. C'est déjà fini pour ce JDS que j'ai pris d'ailleurs plaisir à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.